Salut à tous et bienvenue dans Chrono Musique, la chronique Musique Express. Comment on crée des émotions avec de la musique sur bientôt 2 ans de YouTube? C'est la question qui revient le plus dans les commentaires de mes vidéos. Et ben, avant d'essayer de donner une réponse satisfaisante à cette question, je vais d'abord vous prévenir que je pourrais pas vraiment donner une réponse satisfaisante à cette question pour la simple raison qu'aucune règle ou technique de composition ne peut garantir de susciter une émotion quelle qu'elle soit. Il y a trop de paramètres sur lesquels on n'aura pas d'emprise, comme déjà l'auditeur, ses goûts, son parcours musical, le contexte physique et émotionnel dans lequel il va nous écouter. Bref, chercher à provoquer une émotion précise avec de la musique, c'est un peu comme envoyer un message dans une bouteille à la mer. Le succès de la démarche est loin d'être certain, mais quitte à tenter le coup, autant s'assurer que notre message soit écrit lisiblement, qu'on donne les bonnes coordonnées, qu'on a bien fermé la bouteille et qu'on l'envoie dans la bonne direction. Alors ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, c'est de vous donner des points de repère, des pistes de réflexion, en gros un espèce de millimélo non exhaustif et personnel des concepts avec lesquels on peut jouer pour tenter d'évoquer des sentiments avec de la musique. Je précise que cette vidéo se veut vraiment comme un point de départ, donc comme d'hab, je vous mets plein de trucs pour aller plus loin dans la description. Allez, c'est parti, et on commence avec la base des bases, le pitch, le volume et la longueur. Alors ces trois concepts, je les mets ensemble parce que c'est probablement ceux qui sont le plus universels et le mieux ancrés dans notre inconscient collectif. Parce que généralement, on associe un son grave à quelque chose de massif, voire dangereux, un son aigu à quelque chose de léger ou mignon. Plus un son est fort et soudain, plus il aura tendance à nous surprendre, voire à nous stresser. Et plus le volume est bas et le son long, plus on aura tendance à ne pas y faire attention, comme le bruit du frigo auquel vous ne faites tellement plus attention qu'il faut que le frigo s'arrête pour que vous vous rendiez compte qu'il faisait du bruit. Bon, ça c'est la base, c'est toujours intéressant de le conscientiser, mais c'est de toute façon le genre de truc avec lesquels on va composer d'instinct. Mais c'est à partir de maintenant qu'on va vraiment rigoler. Les modes. Les modes, pour faire simple, c'est des gammes, des ensembles de notes qui ont chacun des couleurs différentes. Le plus connu, c'est évidemment le mode majeur. Mais il y en a plein d'autres, par exemple le mode lydien qu'on associe souvent au fantastique, ou le mode dorien qu'on associe souvent à un côté médiéval. Les 7 modes principaux, on les organise généralement comme ça, du plus clair au plus sombre, et perso, je trouve que cette classification, elle est plutôt efficace. Après, encore une fois, c'est plus une base de réflexion que des règles absolues, et je vous encourage à checker tous ces modes, à les tester harmoniquement, mélodiquement, et voir les sentiments que ça vous évoque chez vous. Les accords. Une des premières choses qu'on apprend en musique, c'est qu'un accord majeur, ça sonne plutôt joyeux, et un accord mineur, ça sonne plutôt triste. En vrai, c'est plus complexe, et tout est toujours une question de contexte. Mais globalement, c'est un peu ça, et il existe une multitude d'autres accords dans laquelle on peut piocher, chaque type d'accord ayant une couleur particulière qui dépend de la relation entre les notes qui le composent. Encore une fois, faut expérimenter, mais voilà toujours 2-3 réflexions personnelles vis-à-vis de ça. D'abord, en général, plus un accord contient de notes, plus il aura tendance à nous paraître sophistiqué, voire complexe, voire carrément abscon. Ensuite, il y a plein de façons de jouer chaque accord, et plus un accord sera joué d'une façon serrée, plus il nous paraîtra serré, donc potentiellement intimiste ou carrément claustrophobique. Et à l'inverse, plus on va étaler un accord sur un registre large, plus on aura une impression de grandeur et d'espace. Et finalement, avant de décider d'utiliser un accord, je pense que c'est intéressant de se demander dans quel autre contexte ce genre d'accord est utilisé en général. Par exemple, il y a beaucoup d'accords de 7e majeur dans le jazz, d'accords de mineur 6 dans la musique tzigane, etc. C'est intéressant d'avoir ce genre de truc dans un coin de la tête parce qu'un accord bien placé, ça permet de renvoyer directement à tout un imaginaire ou une culture, et ça, c'est plutôt cool. Les relations harmoniques. Un accord, c'est comme le sexe consenti, tout seul c'est bien, mais c'est à partir de 2 qu'on commence à vraiment s'amuser. Parce que si un accord peut être associé à un sentiment et renvoyer à un imaginaire, il en va de même pour les relations entre les accords. La relation harmonique la plus connue et la mieux ancrée dans notre inconscient collectif étant probablement celle qu'on appelle la cadence parfaite, qui sonne comme ceci, et qu'on associe à un fort sentiment de conclusion. Alors comme pour les modes, faut expérimenter et procéder au cas par cas, mais comme point de départ, on a une classification plutôt satisfaisante des différents concepts qu'on associe à différentes relations harmoniques, comme celle-ci qu'on associe au fantastique, ou celle-ci qu'on associe à de la tristesse. Et en utilisant ces relations harmoniques comme des Legos, on peut construire des progressions d'accords plus longues qui auront une dynamique émotionnelle et un sens particulier. Et encore une fois, certaines progressions d'accords précises sont caractéristiques d'un style ou d'une esthétique musicale particulière, et en les utilisant, on va pouvoir renvoyer à ce style et à tout ce qui tourne autour. Par exemple, l'utilisation d'une progression d'accords typique du blues dans le bon contexte va permettre d'évoquer plus ou moins vaguement tout ce que notre inconscient collectif associe au blues. Les racines de la musique afro-américaine, le soleil écrasant, les barres crades, l'alcool, la clope, la poussière, Samuel L. Jackson qui tient Christina Ricci au bout d'une grosse chaîne, bref, tout ça quoi. L'instrumentation. Comme pour le reste, chaque instrument peut être associé à plusieurs concepts. La flûte est souvent associée à un côté champêtre ou à l'enfance, les cuivres à la notion de noblesse et d'aventure, etc., etc. Et comme pour le reste, il n'y a pas vraiment de liste exhaustive, mais il y a quelques lignes directrices intéressantes. D'abord, plus un instrument est commun et plus il est utilisé dans un contexte habituel, plus on aura une sensation de familiarité, et à l'inverse, plus un instrument est rare ou utilisé dans un contexte inhabituel, plus on aura une sensation d'exotisme, voire d'inconfort. Ensuite, et selon la même logique, plus un instrument sera utilisé dans la partie confortable de son registre, plus cela nous paraîtra normal, et plus il sera utilisé dans les limites de son
s'enregistre, plus on aura tendance à ressentir de l'inconfort. La même mélodie jouée sur la même clarinette pourra nous paraître tantôt souple et élégante quand elle est jouée dans son registre moyen, tantôt imprécise et maladroite si elle est jouée dans les limites les plus graves ou les plus aiguës de l'instrument susnommé. Et finalement, comme pour les accords ou les relations harmoniques, chaque instrument est associé à un ou plusieurs genres musicaux qu'on va pouvoir invoquer plus ou moins intensément selon le dosage avec lequel on va respecter les codes de ces genres. Ce qui nous amène au dernier point, jouer avec tout ce bordel. Parce que tout ça, c'est que des outils. C'est des bons outils, solides, qui ont fait leurs preuves, mais comme le dit le proverbe, des bons outils c'est bien, mais l'important c'est qu'est-ce qu'on fait avec. Et comme tous les outils, bien les utiliser, ça s'apprend. Les utiliser parfaitement, c'est le travail de toute une vie, et ça se fait à grands coups d'observation, d'expérimentation et d'essais-erreurs. Mais pour éviter de perdre trop de temps à expérimenter dans le vent, à mon avis, le truc principal, c'est de décortiquer toutes les composantes qui forment un morceau de musique, son rythme, ses accords, sa mélodie, sa longueur, sa structure, son instrumentation, etc., etc., et de réfléchir à la manière dont chacune de ces composantes peut servir au mieux l'intention derrière le morceau. Par exemple, pour l'émission Old VHS de la chaîne YouTube Lyuga, j'ai voulu composer un morceau qui évoquait une forme de grandeur et surtout la nostalgie des vieux films. Alors j'ai choisi un mode majeur plutôt joyeux, mais une progression d'accords plutôt triste pour créer une forme d'ambivalence, des synthétiseurs vintage pour ancrer ça dans l'imaginaire des films de notre enfance, ainsi que des samples de musique de films filtrés dans une vieille radio et dans une longue reverb pour donner à la fois une sensation de vieillesse et de distance. Et si tout ça vous intéresse, je vous encourage vivement à aller visionner la vidéo dans laquelle j'explique tout ça un peu plus en détail avec des extraits musicaux et tout ça, c'est toujours plus cool. Je voudrais terminer en précisant que la plupart des codes que j'ai mentionnés dans cette vidéo et pour lesquels je rappelle que vous pourrez trouver plein de matières beaucoup plus développées dans la description, la plupart de ces codes ne sont pas du tout universels. C'est des codes plutôt occidentaux et très actuels, c'était pas forcément les mêmes il y a 200 ans et ce sera sûrement pas les mêmes dans 200 ans parce que la musique est entre autres choses un langage et que comme tous les langages, elle est en constante évolution. Un exemple de ça qui est très parlant pour moi, c'est celui de la boîte à musique. À la base, une boîte à musique, c'est un truc mignon pour aider les enfants à s'endormir, mais avec l'arrivée du cinéma et des films d'horreur, on a commencé à l'utiliser dans des contextes super flippants. Et cette utilisation de la boîte à musique dans ce genre de contexte est devenue tellement banale qu'aujourd'hui, on associe à peu près autant la boîte à musique à l'enfance et à la mignonitude qu'à la peur et au cacamou. Voilà, moi je vais vous laisser sur ces belles paroles. C'était une vidéo plus dense et pas évidente à écrire, alors j'espère vraiment que ça vous aura plu. Je vous encourage vraiment à aller checker la description et m'envoyer vos propres créations musicales, c'est toujours cool. Prenez soin de vous et à la prochaine. Salut!